Salam alaikum Azulfillaoun, bonjour. Aujourd'hui, nous clôturons notre série sur la séparation des pouvoirs en 4 parties. Nous allons donc évoquer le pouvoir exécutif. Nous tenterons d'en savoir plus sur les différentes déclinaisons de ce pouvoir et nous prendrons pour exemple les pouvoirs exécutifs américains et français avant de revenir sur celui de l'Algérie pour essayer d'en savoir plus. Nous demanderons à nos invités de nous éclairer sur le sujet, mais aussi de nous dire ce qui serait souhaitable pour l'Algérie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sofiane Djilali, président de Jil Jadid, et Brahim Younsi, qui a été avec nous au cours de 3 émissions de ce chapitre. Brahim Younsi, qui est président de l'UDM et analyste politique. Nous allons commencer par lui. Brahim Younsi, merci d'être avec nous encore une fois. Vous. Alors, si Brahim, le pouvoir exécutif n'étant pas le même partout, est-ce que vous pourriez nous faire une explication de texte sur les 2 pouvoirs exécutifs les plus emblématiques, les plus connus, celui de la France et celui des USA? En quelques mots, oui. Il faut d'abord, à mon avis, sur l'exécutif américain, il faut à mon avis dire d'abord 2 choses, au moins 2 choses. Que la Constitution américaine, qui est dite rigide par les constitutionnalistes, c'est-à-dire, et c'est là la différence avec les autres constitutions, et je crois que c'est ce qui caractérise le pouvoir, le système politique américain, c'est que la Constitution américaine n'est pas révisable. C'est la raison pour laquelle les constitutionnalistes l'appellent, la qualifient de rigide. Elle n'est pas révisable, il y a des amendements qui s'ajoutent, etc. Mais elle ne peut pas la réviser. La Constitution américaine est la même que celle qui a été votée en 1787, si j'ai bonne mémoire. Il faut dire aussi que si, ça me paraît extrêmement important dans le système politique américain, c'est que si la Cour suprême américaine est la gardienne, parce qu'ils n'ont pas de conseil constitutionnel, comme chez nous ou comme en France, si la Cour suprême est la gardienne par excellence de la Constitution, tous les juges américains, tous, sans exception, sont aussi des juges constitutionnels. Pourquoi? Parce que d'abord le juge juge selon la Constitution, et les justiciables peuvent invoquer la Constitution, les articles et les amendements de la Constitution pour défendre leurs droits. C'est un phénomène assez particulier et très important dans le système politique américain. D'autre part, concernant l'exécutif à proprement parler, l'exécutif... Mais c'est Brahim, une petite question. Si les magistrats, donc le pouvoir judiciaire, peut interférer de cette façon dans la Constitution, du moins dans le contrôle de la Constitution, est-ce qu'il n'empiète pas sur le pouvoir législatif? Pas du tout, parce qu'il applique la loi. C'est comme dans les autres pouvoirs. Le pouvoir judiciaire applique la loi. D'accord. Il n'empiète pas, c'est qu'il applique la loi. Il applique la Constitution, qui est la loi fondamentale. D'accord. Donc il ne fait qu'appliquer. Le pouvoir judiciaire ne fait qu'appliquer la loi. Il dit voilà ce que dit la loi, j'applique la loi. Les droits constitutionnels de tels citoyens ont été violés, moi j'applique la Constitution. Le fameux premier amendement dont on entend souvent parler dans les films. Tout à fait, absolument. Voilà. Absolument. Ouais. Voilà le cas. On le dira peut-être tout à l'heure, mais le système américain est un système de type présidentiel. Oui. Donc les pouvoirs, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir d'empiètement, les pouvoirs sont strictement séparés. D'accord. Il y a une séparation stricte des pouvoirs dans le régime présidentiel. Brahim Younsi, une question justement. Le président des États-Unis, tout le monde croit que généralement que le président des États-Unis est élu un peu au suffrage universel. Or, il n'en est rien.
C'est une histoire de grands électeurs. C'est quand même un suffrage universel, parce que les grands électeurs sont élus par la population. Oui, c'est un suffrage universel indirect. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais on peut le considérer comme un suffrage direct, parce que ceux qui élisent le président de la République, les grands électeurs, sont eux-mêmes élus par le peuple. Mais expliquez-nous comment ça se passe. C'est très 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 complexe. C'est très très complexe. Oui. Pour l'expliquer en quelques Non, mais mots. grosso modo, le peuple désigne les grands électeurs et les grands électeurs désignent le président des États-Unis. Et les grands électeurs votent. Élisent le président de la République. D'accord, très bien. Et c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est un système très 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 complexe. Oui. Ça dépend des États, c'est très complexe à expliquer en quelques minutes. Mais il est unique dans le monde. Il est unique en cela. Oui. Et il est unique en cela. Et c'est d'ailleurs un des rares ou quasiment également l'unique système présidentiel dans le monde, de type présidentiel typique dans le monde. Parce que l'exécutif ou le pouvoir exécutif, c'est la présidence, c'est le président. Oui. Et donc le régime est un régime présidentiel. Et vous nous expliquerez tout à l'heure, vous nous expliquerez ce qu'est le régime parlementaire et ce qu'est le régime présidentiel. Mais restez plutôt, puisque nous sommes avec vous. Et le système français et le pouvoir exécutif français. Est différent. Oui. Le système français est différent. Passons l'histoire constitutionnelle aussi assez compliquée de la France. Le système français est considéré, comme nous le dirons tout à l'heure, parce que vous me poserez la question sur la différence ou définir le système présidentiel et le système parlementaire. Le système français est un système, passez-moi l'expression, un système bâtard. Il n'est ni présidentiel ni parlementaire ou typiquement parlementaire. Mais il est considéré, en dépit de ce que pensent certains, il est considéré comme un système parlementaire. Là, on va empiéter sur ce qu'on va dire tout à l'heure. Un régime parlementaire, pourquoi? C'est la différence avec le système présidentiel, parce que le gouvernement, d'abord, il est bicéphale. Non seulement il est bicéphale, mais il peut être censuré par le Parlement, pas par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Parce que le Sénat français, c'est un système bicaméral, le Sénat ne peut pas censurer le gouvernement. C'est l'Assemblée, la Chambre basse, qui peut censurer le gouvernement. Donc elle peut le renverser. Oui. En revanche, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le président de la République, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. C'est différent et très différent du système américain. Et là, on a expliqué la différence entre le système parlementaire et le système d'accord. Oui. Dans le système présidentiel, le chef de l'administration américaine ne peut pas dissoudre. Le Parlement ne peut pas dissoudre le Congrès. Et le Congrès ne peut pas censurer le président de l'exécutif américain. Alors le président des États-Unis ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Non. C'est le cas typique. C'est le cas typique du système présidentiel. C'est ça qui différencie le système parlementaire, où le Parlement, enfin l'Assemblée nationale chez nous ou en France, peut censurer le gouvernement et le renverser. Le président de la République a la prérogative de dissoudre l'Assemblée. D'accord. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous dans un petit instant. Sofiane Djilali, merci d'être des nôtres. Merci bien, merci à vous. Merci. Alors, on va passer directement au système algérien. Quelle est la situation actuelle du pouvoir exécutif en Algérie? Écoutez, au plan théorique, le système algérien ressemble beaucoup au système français. Et comme il n'est pas l'original, je pense que, comme l'a fait votre invité, que je salue au passage, il faut peut-être se référer vraiment aux originaux, c'est-à-dire le système français et le système américain en gros. Parce que le système algérien, pour le moment, il est globalement ressemble à la philosophie du système français, mais de loin, il n'applique pas la séparation des pouvoirs. Le système est devenu ultra-présidentiel, avec toute une concentration de pouvoir.
Je crois qu'il faut bien que les auditeurs ou les téléspectateurs comprennent les choses à la base. C'est quoi une constitution? La constitution, elle codifie, elle met sur le papier un mode de gouvernance. Or, le mode de gouvernance, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme cela du jour au lendemain parce que telle théorie est plus belle que l'autre. Un mode de gouvernance provient des profondeurs de l'esprit d'un peuple. C'est ce qui normalement apparaît. Nous le voyons par exemple pour les États-Unis, qui assez extraordinairement étant un cas singulier, c'est le seul système de ce type, mais qui prend, disons, il devient un cas exemplaire. On parle du système présidentiel en se référant toujours à celui des États-Unis. Or, les États-Unis sont absolument un cas particulier et exceptionnel, et dont le système bien sûr est présidentiel en partie, mais on peut dire aussi dont la puissance du Congrès est aussi très forte. Oui. Donc si on met de côté le système américain, dans les cas des systèmes présidentiels, dérive très fortement de la théorie, disons, constitutionnaliste française, depuis la Révolution française. Alors vous avez toute l'Amérique latine, par exemple, c'est le même système présidentiel, et tous les pays plus ou moins nouvellement indépendants. Les anciens pays, eux, ou ceux qui ont fait partie de l'Empire britannique, ont plutôt repris le modèle britannique du parlementarisme. Alors, il faut comprendre aussi que on ne peut pas greffer un système comme on le veut, comme on le souhaite. Revenons à l'Algérie. Si d'aventure on devait mettre un système parlementaire type anglais ou italien qui est en fait un peu bigarré, où on prend indien, etc., les grandes démocraties dans le monde, eh bien le système parlementaire, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai de très forts doutes pour qu'il puisse fonctionner. Nous retomberons très vite dans le genre de la 4e République française, où l'instabilité deviendra chronique et où il sera extrêmement difficile de gérer un pays. Le système semi-présidentiel tel qu'il est appliqué ici, ou un peu en France, donne plutôt l'incarnation de l'État à un homme qui représente un peu le père de la nation. Vous savez que nos peuples ont cette tendance à vouloir chercher le père dans le président de la République. Oui. Et si vous enlevez l'image d'un président, vous détruisez en fait l'incarnation de l'État. Car pour comprendre le fonctionnement d'un État de façon parlementaire, il faut qu'il y ait des préalables, que la société soit stabilisée, qu'elle produise les institutions, que les institutions soient fortes, qu'il y ait cette culture de travail en commun dans un équilibre harmonieux. Or, de tout cela, nous ne l'avons pas atteint. On peut bien sûr mettre ça sur le compte de l'histoire, de la colonisation, de la non-construction d'un état de droit, l'absence d'institutions. Mais il y a aussi une dimension humaine qui est même anthropologique. C'est-à-dire que nos peuples, très souvent, ont une tendance à vouloir rechercher ce zaïm qui incarne le pouvoir. Alors là, bien sûr, il faut mettre des balises. C'est le cas actuellement, le président de la République a l'ensemble des pouvoirs, il fait ce qu'il veut, ce sont ses humeurs qu'il transmet, il n'a pas besoin d'institutions, etc. Et ça devient grave pour le pays. Alors, il faut reconstruire des institutions, mais on ne peut pas liquider l'image de l'incarnation de l'État. Pour revenir aux États-Unis, c'est un pays qui est très récent dans l'histoire. Il a été construit, il ne faut pas l'oublier, à l'origine, en 1787, comme l'a si bien expliqué c'est Yonsi, la Constitution est venue à la suite d'une révolution. C'était les 13 colonies qui se sont soulevées contre l'Empire britannique, mais qui est le fait aussi de sociétés secrètes. Les États-Unis sont le produit essentiellement de la franc-maçonnerie. Et donc c'était un projet réfléchi à l'avance, très longuement, dans les loges, et ils sont arrivés à une construction extrêmement complexe pour séparer les pouvoirs de cette façon-là. Donc l'Algérie est très 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 loin pour arriver à construire des institutions aussi. Mais justement, M. Ngilel, ici, on devait sortir un peu des sentiers battus de la théorie et parler de la situation telle qu'elle se présente actuellement. Quelle est
la situation actuelle du pouvoir exécutif, pour ne parler que du pouvoir exécutif, en Algérie. Qui détient le pouvoir exécutif? Alors, vous le dites très bien, sortons de la théorie, allons à la pratique. En Algérie, vous avez un pouvoir qui est totalement centralisé entre les mains d'un homme qui est le président de la République et qui agit théoriquement au moins à travers un gouvernement. Le problème est que la justice est soumise à l'exécutif, elle est une fonction dans l'État algérien, elle n'est pas un pouvoir autonome. Le Parlement lui-même est complètement soumis aux desiderata de l'exécutif, et pire encore, l'administration étant devenue l'outil principal avec les services de sécurité pour organiser les élections, et l'exécutif choisit les hommes qu'il souhaite pour mettre dans le Parlement, qui n'est qu'une chambre d'enregistrement. Le problème supplémentaire est que une fois que le président actuel a réuni l'ensemble des pouvoirs d'une nation, lui-même s'est absenté pour des raisons de maladie que tout le monde connaît, et maintenant personne n'est en mesure d'exercer légalement les pouvoirs qu'il s'est octroyés. Et c'est pour ça que le pays est dans un état complètement bloqué. Il n'y a aucune possibilité de mettre en œuvre ni réforme, ni changement harmonieux, ni plus rien du tout. Le pays est en situation de coup d'État en réalité. Restez avec nous. Non seulement on a détruit les institutions, mais en plus aujourd'hui, celui qui devait avoir les manettes, qui devait conduire l'État, n'est plus là, et donc on ne sait plus qui conduit l'État. Restez avec nous, Soufiane Gileli. Brahim Younsi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Soufiane Gileli? Oui, sauf que moi, l'exécutif algérien ou le système politique algérien n'est ni présidentiel ni parlementaire. Et je réagirai à ce qu'il a dit à propos du Zaïm. Oui. Je ne suis pas du tout personnellement d'accord avec cette conception des choses. Le système ou le régime algérien a un nom. Ce que nous vivons depuis quasiment l'indépendance, s'appelle du césaro-bonapartisme. C'est ce qu'il a dit, le président a tous les pouvoirs, concentre tous les pouvoirs entre ses mains. C'est Staline, c'est du stalinisme. Le césaro-bonapartisme a un nom, c'est de l'autoritarisme, c'est de la dictature. Nous sommes sous régime dictatorial. Mais Brahim Younsi, ça n'a pas toujours été le cas. À un certain moment, c'était l'armée qui dirigeait et le président n'était qu'une façade. Oui, mais vous savez, moi je ne fais pas de différence. On avait essayé de faire cette différence-là en 1956, à savoir le politique est supérieur au militaire ou des choses comme ça, sur le congrès de la Soumane. Oui, la primauté si du politique sur le militaire. Une chose. Oui. Souvenez-vous de ce personnage de Tex Avery, un petit d'un petit, dans le roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, oui. De l'autre côté du miroir. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la question est de savoir qui commande. C'est vrai, le pouvoir exécutif, c'est lui qui commande. Mais quant à donner institutionnellement tous les pouvoirs à un zaïm, cela porte un nom. C'est la dictature. On ne peut pas moduler. Dès qu'on met tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une institution, c'est le dérapage. Il n'y a pas à ce moment-là de séparation de pouvoir. Il n'y a pas à ce moment-là de respect du droit. Parce que c'est une personne qui décide pour l'ensemble de la nation. S'il est vrai qu'il est très difficile, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Soufiane Gileli, c'est sur la question de la 4e République qui était française, qui était un système parlementaire pur, qui défaisait les gouvernements, c'est vrai. Il y avait une instabilité institutionnelle, c'est vrai. L'instabilité institutionnelle ne venait pas du fait
de la représentativité, mais du mode électoral. Il en a parlé, je n'en ai pas parlé, de la mère des démocraties modernes, ou de la mère de la démocratie moderne, c'est-à-dire la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas de constitution écrite. Oui, en effet. Elle n'en a pas. Et la Grande-Bretagne est très bien gérée depuis des siècles. La Grande-Bretagne est le type même, contrairement à ce que nous avons dit, au contraire de ce que nous avons dit du système présidentiel, un système purement parlementaire. Eh ben justement, Brahim Younsi, expliquez-nous ce qu'est un régime parlementaire ou de type parlementaire et ce qu'est un système de type présidentiel. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Expliquez-nous, faites-nous une explication de texte. Nous, on ne sait rien. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. À savoir que le système parlementaire, vous avez le gouvernement, le pouvoir qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale peut le censurer, peut le renverser. Oui. Ça, c'est un système parlementaire. Et bien entendu, le pouvoir exécutif, et ça, c'est le président de la République qui a la prérogative de dissoudre l'Assemblée. Sauf que dans le système français, le président de la République, c'est la raison pour laquelle on avait parlé à l'époque où le général de Gaulle, en France, avait introduit le suffrage universel en 1962 pour l'élection du président de la République, parce que de 58 à 1962, président du Conseil. Le président de la République française était élu par l'Assemblée nationale, oui, comme durant la 4e République. Oui. Le président de la République de l'époque, le général de Gaulle, avait décidé en 62 d'instaurer le suffrage universel direct. Oui. Pour le garantir pour faire une scission d'une certaine manière avec l'exécutif. Le président de la République n'est pas l'exécutif, oui, en France. Oui. L'exécutif, c'est le Premier ministre. Ah. Logiquement. Et selon la Constitution française. Et alors, et le président de la République, qu'est-ce qu'il est alors? Non, il fait partie de cet exécutif, mais il n'est pas responsable devant l'Assemblée. Il est responsable devant seulement les électeurs, devant le peuple. Oui. C'est-à-dire, le peuple ne peut le sanctionner. En France, aujourd'hui, à l'époque, c'était tous les 7 ans. Aujourd'hui, c'est tous les 5 ans. Le peuple peut le sanctionner tous les 5 ans. Parce que c'est aujourd'hui le quinquennat. Il n'est responsable que devant le peuple. Il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale, comme l'est son Premier ministre, qui peut être, et qui aurait pu, ces dernières semaines, être censuré par l'Assemblée nationale. D'abord, le Premier ministre, quand il est nommé par le Président de la République, il est investi par l'Assemblée nationale. On parle d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure c'était des régimes bâtards, à savoir qu'ils sont semi-présidentiels, semi-parlementaires, on ne sait pas trop ce qu'ils sont, sauf que, bien entendu, en France, le président de la République est un monarque républicain. Est-ce que, Brahim Younsi, est-ce que le président de la République française est tenu de désigner un Premier ministre parmi la majorité? Oui. Ou est-ce qu'il le fait par souci d'équilibre, parce que sinon il y a blocage, il y a crise? Il est tenu. Souvenez-vous des cohabitations, vous connaissez bien le système français, souvenez-vous des cohabitations, que ce soit François Mitterrand ou Jacques Chirac. Quand la droite a gagné, c'est Jacques Chirac qui a été appelé au pouvoir. Oui. C'était le parti majoritaire dans l'opposition et il a été nommé par François Mitterrand Premier ministre. Mais ce n'est pas le programme du président de la République socialiste qui a été appliqué, c'est c'est le programme du Premier ministre. Le programme des partis ou le programme de la droite qui avait gagné les élections. À présent, Brahim Younsi. Quand Jacques Chirac était président de la République, quand la gauche a gagné les législatives, Jacques Chirac a laissé faire son Premier ministre qui était Lionel Jospin. Les choses qui étaient... On est passé en France, dans le système français, on était passé pour deux choses, et notamment la politique étrangère, qui était le domaine réservé du président de la République, qui était devenu, sous la cohabitation, un domaine partagé. Brahim Younsi, pour en revenir à l'Algérie, j'aimerais vous poser une question que je poserai à Sofiane Gilali aussi. De nombreux politiciens, intellectuels, appellent
appelle à l'avènement d'une deuxième république en Algérie. C'est une sorte de mimétisme par rapport à la France, première, deuxième, troisième, quatrième république, cinquième république. Et à mon avis, appeler à l'avènement d'une deuxième république, ça veut dire c'est reconnaître qu'il y a eu une première république. Forcément. Et en l'occurrence, est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous avons eu une première république pour pouvoir appeler à l'avènement d'une deuxième? Non, la République, hélas, nous avons le nom, mais nous n'avons pas le contenant, pas le contenu. Nous avons l'emballage. L'emballage. Voilà. Nous avons décidé depuis de dire nous sommes république parce que nous ne pouvions pas être une monarchie. Contre la Tunisie, le Maroc, nous le savons, ça a été une monarchie. Après le protectorat, le sultan Mohamed V est remonté sur le trône, etc. Mais c'est ce qui s'était passé en Tunisie. Quand la France est partie, elle a rétrocédé le pouvoir au Bey. Oui. Ce n'est pas pour Guiba, ce n'était pas le combattant suprême qui avait pris le pouvoir. Nous, on a restitué le pouvoir, rétrocédé le pouvoir au Bey. Oui, en effet. C'était une certaine restauration de la monarchie. Mais au sujet de la Deuxième République, vous-même qui êtes à la tête d'une formation politique... Moi, je ne parlerai pas de Deuxième République. C'est fonder un nouvel État, une nouvelle République. Je suis désolé de le dire. S'agissant de l'État algérien, on parle de l'État algérien, mais il faut dire que l'État algérien, on a comme les autres biens vacants, c'était un bien vacant et on a donné les clés. Le pouvoir colonial a donné les clés. Si vous voyez, tout à l'heure, Soufiane Djillali parlait d'anthropologie, et il a parfaitement raison. Il n'y a qu'à lire sur la question de l'esprit des institutions, comment on fabrique, comment on construit des institutions d'un pays. Évidemment, c'est en fonction des valeurs, des normes, des populations, de la culture, de la population, du peuple, etc., etc. Et Gal nous l'a appris. Mais en Algérie, c'est le pouvoir colonial qui a donné les clés. Et regardez les lieux desquels on gouverne. Aujourd'hui, le Premier ministre a pris la place de Lacoste. Gouverneur général d'Algérie. De Soustelle, il gouverne à partir du bureau de Soustelle. Oui. C'est du GG, du gouvernement général. Oui. Il gouverne de mêmes lieux de pouvoir. Cela a un sens. Exact. Ils ont les mêmes costumes. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je vais donc poser la même question à Soufiane Djillali. Soufiane Djillali, est-ce que vous appelleriez à l'avènement d'une deuxième république? Bon, je pense que ce sont des termes et des conceptions de marketing politique. Au-delà, bien entendu, j'ai entendu votre question. L'Algérie a été une république. Maintenant, est-ce qu'elle a été une république démocratique ou de droit? Non, c'est clairement non. Mais on n'a pas été un royaume, on n'a pas été un sultanat. Mais une république, Soufiane Djillali, l'évolution de la démocratie dans sa dynamique. Une république, excusez-moi de vous interrompre, Soufiane Djillali. Une république est synonyme de démocratie. Je ne vois pas une république dictatoriale ou qui dit république dit des institutions. Vient de res publica, c'est la chose publique. Oui, donc ce n'est pas démocratie. Non, mais ça suppose des institutions pérennes. On est d'accord. Donc le problème est de faire une différence entre une construction étatique, un pouvoir qui appartient à des familles dynastiques, c'est le cas des monarchies, ou alors des pouvoirs qui appartiennent au moins en théorie à la population, au peuple, avec des présidents qui peuvent venir de n'importe quelle région ou de n'importe quel citoyen. Mais ne rentrons pas dans tous ces débats. Ce qui est important, c'est qu'il faut que les gens comprennent. Le parlementarisme est une évolution naturelle de la démocratie dans des monarchies. En Angleterre, vous avez la reine qui incarne l'unité de la nation, qui incarne l'État, mais le pouvoir exécutif est géré par les élections, par des hommes élus au Parlement, et c'est le Parlement qui définit le gouvernement, donc selon sa majorité. Les républiques telles qu'on les connaît sont soit venues à la suite d'une révolution, c'est le cas de 1789 en France, c'était le cas à un moment donné en Angleterre avec Cromwell,
ou alors c'est plutôt des États plus récents dans l'histoire, depuis les États-Unis, mais aussi après la décolonisation. Ce qui vous donne que vous allez en Amérique latine, il n'y a plus de royaume. Mais toutes les grandes démocraties parlementaires sont des royaumes. C'est le cas de la Belgique, de l'Espagne, de la Suède, de beaucoup d'autres pays. Ouais. Alors, le système parlementaire pur, avec un président élu, sont très rares. C'est le cas de l'Italie ou peut-être d'Israël. Mais ce sont des présidents qui, en fait, sont des monarques qui se font élire par le Parlement, mais avec aucun moyen supplémentaire. Donc le choix peut être multiple. Et contrairement à ce que peut-être avait compris Ibrahim Younsi tout à l'heure, moi je ne m'aligne pas du tout sur la volonté du Zaïm. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un Zaïm avec ses pouvoirs extraordinaires. Il faut le contrôler, le mettre en situation de fonctionnalité. Mais je persiste à croire que l'Algérie, en tout cas, ne peut pas aller vers un État parlementaire. Nous n'avions pas connu de royaume, on n'a pas eu de sultan, on n'a pas de pouvoir à lui enlever et à remettre au peuple. Il faut aller directement vers une république qui soit une république de droit, donc un État de droit et une démocratie. Et ça, c'est compliqué, mais nous n'en sommes pas très loin en Algérie, parce que la vitalité et le dynamisme de la population, de la société, l'ouverture sur l'étranger, sur ce qui se passe, etc., donne une certaine force à la dynamique de changement. Et pour peu qu'on arrive à instaurer vous me semblez bien optimiste, Sofiane Djilali, en l'occurrence, dans une situation où toutes les menaces planent. Lorsque je dis cela, je ne pense pas qu'on peut le faire en 6 mois ou en 2 ans, mais d'un point de vue historique, le corps de la société algérienne depuis 1962 a tellement évolué qu'il ne peut que déboucher sur un État de droit malgré les vicissitudes et les grandes difficultés. Justement, Sofiane Djilali, j'en arrive à une question que je voulais vous poser. Quels sont les schémas qui risquent de se produire maintenant, en l'occurrence? À mon avis, de côté mon opinion personnelle ou celle de mon parti politique. Mais à mon avis, il n'y aura pas de bouleversement institutionnel sur le plan de la conception. Il y aura une constitution. La nôtre est une constitution entre loi et programme, puisqu'il y a un certain nombre de données sur le plan économique qui sont inscrites dans la constitution. Je ne pense pas que le pays soit prêt à retirer tout cet aspect-là. Ensuite, vous allez avoir un président de la République. Je crois que personne ne va s'en passer. On ne peut pas se passer actuellement d'un président de la République. Mais il faut lui faire des limites. D'abord, la limitation de mandat est absolument nécessaire. 2 mandats sont amplement suffisants. Un homme ne peut pas assumer au-delà une charge aussi lourde que celle de la présidence de la République. Il faut aller vers la séparation des pouvoirs. La justice doit absolument être séparée. Il faut donner beaucoup plus de pouvoir au Conseil constitutionnel et peut-être même le passer en cour constitutionnelle, c'est-à-dire l'intégrer à la justice et ne plus la laisser sous l'autorité du président de la République. Il faut aller vers un pouvoir législatif beaucoup plus fort. Nous n'avons pas besoin de 2 chambres. Un pouvoir législatif bicaméral n'est pas pour nous. C'était essentiellement au départ pour les États fédérés. Le Sénat représentait les différents États alors que les députés doivent représenter les populations. Nous, on devrait se suffire d'une seule chambre et celle-ci doit être élue directement et c'est elle qui doit donner le quitus à un gouvernement qui doit réunir une majorité en son sein. Voilà un peu le schéma que j'entrevois. Est-ce qu'il sera appliqué tel quel? Est-ce que ça se fera par à-coup, par accumulation? Et à propos de la révision constitutionnelle qui est en train de se concocter en dessous de table, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, le problème, la révision actuelle, la présidence de M. Bouteflika a un seul objectif essentiel, c'est de pérenniser le pouvoir de M. Bouteflika, soit à travers le poste d'un vice-président qu'il désignerait et le vice-président finirait le mandat, et ça serait la catastrophe parce que il mettrait en situation d'un vrai président de la République un homme désigné par un autre, et ça c'est antinomique à toute démocratie, et là on rentrerait dans une forme de royaume républicain ou de république royale, je ne sais trop.
C'est ça le danger. Actuellement, il y a une caste dans le pays, une oligarchie qui veut prendre tout le pouvoir et s'installer définitivement. Et c'est la source, l'origine du problème, y compris à l'intérieur du pouvoir. Parce que si aujourd'hui il y a toutes ces tensions à l'intérieur du régime, c'est parce qu'une partie du régime veut s'institutionnaliser et une autre le refuse. Je crois qu'aujourd'hui, les Algériens doivent être très conscients de ce tournant-là. Il faut absolument empêcher une constitutionnalisation du pouvoir héritier de M. Merci. Merci, Soufiane Djilali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Brahim Younsi, je suis tenté de vous reposer la même question. Quels sont, à votre avis, les schémas qui peuvent survenir en l'état des choses? Moi, je diverge avec ce que vient de dire Soufiane Djilali. Moi, je pense qu'il faut sortir de la centralisation du pouvoir. Moi, je suis pour une autonomisation régionale. Je suis même pour une fédéralisation du pays. Une fédération, vous voulez dire des États fédéraux autonomes? Des régions, cela existe, pas loin de chez nous, des régions qui se fédèrent, qui dans un État... De toute façon, wilaya, la traduction, c'est État. Wilayat el-Muttahida, c'est les États-Unis. Non, mais on peut concevoir les choses comme cela. On peut donner une large autonomie, de larges prérogatives aux régions. Oui. Le type espagnol, qui n'est pas un État fédéral, bien sûr, on voit le système allemand. Oui. Qui est un excellent système. Oui. Il ne faut pas avoir peur des choses. Ensuite, moi je veux que l'on sorte de la centralisation. La centralisation du pouvoir est une très mauvaise chose pour notre pays. Ensuite, nous avons une tradition. Une tradition que l'on le veuille ou non, que les gens le prennent comme ils veulent, mais tout cela se discute évidemment. C'est pas, je viens de dire qu'il ne faut pas centraliser, il faut sortir du césaro-bonapartisme, il faut sortir de l'autocratie, il ne faut pas retomber dans une autre autocratie, même avec, on n'est pas assez de garde-fous, sinon le système ne fonctionnera pas comme il faut. Il faut de la souplesse, il faut que les gens aient de l'initiative, il faut que les régions se prennent en charge aussi, etc. Nous avons des exemples très, très vivants à côté de nous. Il faut les regarder, il faut les prendre aussi comme exemple. Nous avons des systèmes partout en Algérie, pas seulement dans nos frères kabyles parlent simplement de leur djema'a, mais il y a des djema'a ailleurs, le tajmat, etc. Les Algériens discutaient, les Algériens palabraient, comme les Africains palabraient, parlaient de leurs problèmes. Si l'on parle de la République, Soufiane Djilali a raison de dire qu'elle est différente de la démocratie, que la République c'est la chose publique, mais la chose publique appartient à tout le monde, de son nom. Donc ils discutent de la chose publique. Et cette chose publique existe dans notre conception, y compris dans la conception islamique du pouvoir. La question de la maslaha existe. Il faut que nous voyions où est la maslaha. Et la maslaha al-amma. Si nous voulons revenir à nos valeurs, à nos concepts à nous, etc. Et puis il y a aussi le système, dans le système islamique, nous sommes musulmans ou nous ne le sommes pas, il y a le système par du consensus, mais il y a le système de l'ijma'. Nous pouvons nous mettre d'accord tous avec des respirations pour les régions qui peuvent avoir des prérogatives sur le plan économique, qui peuvent avoir des prérogatives sur le plan de l'aménagement du territoire, qui peuvent avoir beaucoup de prérogatives. L'État central, si l'on veut, l'État garde les prérogatives essentielles, fondamentales, qui sont ceux de la défense, ceux de la politique étrangère, notamment, bien entendu, les finances publiques, etc., etc. La monnaie, bon, c'est ça l'essentiel de l'État, les spécificités de l'État. Voilà, la défense nationale, bien entendu, la politique étrangère. Moi, je suis pour une décentralisation, pour une autonomisation des régions. Il faut absolument que les régions prennent leurs responsabilités. Il faut que des pouvoirs leur soient accordés. Et nous n'en avons pas besoin. Moi, je ne crois pas qu'il faut un père de la nation. Il n'y a pas de père de la nation. Je crois qu'on est sorti de cette conception de la nation. Je ne crois pas que la nation égyptienne se reconnaît ou se voit incarné dans le maréchal Sissi. Je ne crois pas que la nation syrienne se voit incarnée dans la personne de Bachar al-Assad, la preuve en est, que la nation tunisienne se voyait incarnée dans la
la personne de Ben Ali ou aujourd'hui de Qaïd Sebsi, etc. On ne s'incarne plus, on ne voit pas l'incarnation de la nation dans un homme. C'est fini. Nulle par ailleurs, cela n'existe, sauf dans les États comme les nôtres, où l'on croit avoir un père de la nation. Il n'y a pas de père de la nation. Il y a peut-être des pères de la nation, y compris dans les générations qui viennent. Il faut laisser les générations qui viennent s'organiser dans l'autonomie de leur espace et de leur être. Merci Ibrahim Younsi, merci Soufiane Gilali, merci à tous deux de nous avoir éclairés sur la question. Donc cette série sur la séparation des pouvoirs est terminée. Salam alaikum, qawala khair, salama.